Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui sont relativement calmes. Les indices boursiers sont légèrement positifs à mi-séance en Europe, mais c'est bien du côté des entreprises qu'il faut regarder les mouvements du jour avec une demi-douzaine de sociétés du CAC 40 qui ont publié leurs résultats. Ça se passe bien et même très bien pour Crédit Agricole qui va reprendre le versement d'un dividende au titre de l'année 2020 avec un taux de distribution de 66%. C'est ce que retient entre autres le marché après des résultats plutôt solides pour la banque française. Le cours de bourse de Casa est propulsé parmi les plus fortes hausses du CAC 40 aujourd'hui. À l'inverse, toujours sur une question de dividende, Unibail-Rodamco-Westfield plonge de plus de 10%. Les résultats annuels évidemment sont compliqués. On parle d'une foncière commerciale dans une année de pandémie. La douche froide du jour, c'est que Unibail-Rodamco-Westfield va suspendre son dividende pour les 3 prochaines années. Un coup dur pour les actionnaires, un nouveau coup dur pour les actionnaires. Unibail-Rodamco-Westfield qui va ainsi accélérer son désendettement en plus du programme de cession d'actifs qui a été promis au marché, un programme de cession d'actifs de plus de 3 milliards d'euros, notamment sur les actifs européens, avec également l'idée d'un désengagement aux États-Unis après le rachat de Westfield en 2017 par Unibail-Rodamco. On notera également le sans faute de Schneider sur la publication de ses résultats. Le titre progresse aujourd'hui sur le marché parisien. Et puis on notera à l'inverse Legrand qui souffre un peu avec des prévisions qui sont peut-être jugées un peu trop prudentes par les investisseurs. Et puis l'autre dossier spécifique du jour, c'est Danone avec un nouveau fonds activiste qui met la pression sur le management et le PDG actuel Emmanuel Faber. Après Bluebell Capital, c'est le fonds Artisan Partners qui dit détenir 3% du capital de Danone, qui demande des changements de stratégie et des changements de gouvernance. Là aussi, le fonds Artisan Partners plaide pour une dissociation des fonctions de président et de directeur général. Une possibilité que ne rejette pas fermement le management de Danone. En tout cas, la pression des activistes s'intensifie encore un peu plus et le marché réagit positivement, estimant qu'il va se passer quelque chose sur le plan de la gouvernance et peut-être même de la stratégie de Danone. Le titre progresse d'environ 3% à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis sur le plan macro, en attendant les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, le marché du travail, c'est le point de focalisation aujourd'hui des banquiers centraux américains. Jérôme Powell l'a encore rappelé hier. Nous avons pris connaissance des nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne, sans surprise, qui viennent accréditer l'idée d'un rebond un peu moins intense pour cette année, notamment pour les économies de la zone euro. Si la chute a été moins forte que crainte initialement, le rebond sera un peu moins intense. Ainsi, la Commission européenne vise une croissance de 3,8% pour les économies de la zone euro cette année contre 4,2% anticipé à l'automne dernier. Des marchés en pause avec un CAC 40 qui n'avance plus désormais. Le résumé complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs parisiens focalisent leur attention aujourd'hui sur les résultats de nombreuses entreprises françaises figurant au sein du CAC 40, alors que les anticipations d'inflation soulèvent plusieurs questions aux États-Unis. Si l'inflation pour le mois de janvier dévoilée hier a rassuré les investisseurs, ces derniers s'inquiètent que le plan de relance voulu par Joe Biden ne fasse bondir celle-ci une fois que le plan de relance sera voté. Une flambée de l'inflation qui fait craindre à plusieurs investisseurs un resserrement de la politique monétaire de la Fed, au point que Jérôme Powell, qui s'exprimait hier lors d'un forum économique, a insisté sur l'importance d'une politique monétaire patiemment accommodante. Celui-ci a ensuite appelé à un engagement de toute la société et notamment du gouvernement américain, du Congrès, mais aussi du secteur privé. Jérôme Powell qui a estimé que les hausses de prix que pourraient entraîner un éventuel rebond des dépenses de consommation ne devraient être ni trop fortes ni trop durables, avant de préciser que la Fed restera accommodante tant que les États-Unis ne seront pas sortis de la pandémie. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Crédit Agricole qui évolue dans le vert à la mi-journée à la suite de la publication d'un résultat net part du groupe de 2,69 milliards d'euros en recul de 44,4%. Un recul du résultat que le groupe ramène tout de même à moins 16% hors éléments spécifiques qui comprennent notamment la dépréciation massive de sa filiale Crédit Agricole Italia que le groupe avait décidé en décembre dernier à cause de taux durablement faibles en Italie. Les revenus de Crédit Agricole
Agricole progressent légèrement et le groupe annonce verser un dividende de 0,8 € par action, soit un taux de distribution de 66% contre 50% en temps normal pour le groupe. Legrand annonce un bénéfice net à 682 millions d'euros, en recul d'un peu plus de 18% à cause de la crise sanitaire. Le groupe anticipe pour 2021 une amélioration de sa rentabilité ainsi qu'une hausse de ses ventes de l'ordre de 1 à 6%. Et on continue avec Schneider Electric qui annonce que son activité s'est redressée sur la fin de l'année 2020, lui permettant d'atteindre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise recule de 7,4% en données publiées à 25,16 milliards d'euros, très exactement. Donc sur l'ensemble de l'année, pour un résultat net à 2,13 milliards d'euros, en baisse de 12% par rapport à 2019, mais en recul seulement de 4,4% en données comparables et hors charges exceptionnelles. Pour 2021, le groupe s'attend à un retour de la croissance avec notamment une croissance de son EBITDA comprise entre 9 et 15%. ArcelorMittal annonce de son côté un résultat net de 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020, rompant ainsi avec les près de 2 milliards de dollars de pertes à la même période en 2019. ArcelorMittal qui annonce vouloir reprendre les paiements de dividendes lui aussi à un niveau de 30 centimes de dollars par action. ArcelorMittal qui lancera un nouveau programme de rachat de titres de 570 millions de dollars. Pernod Ricard annonce viser de son côté une croissance de ses ventes pour son exercice décalé qui prendra fin en juin 2021. Pour le dernier trimestre de 2020 correspondant au deuxième trimestre donc de son exercice, le groupe de spiritueux constate une progression de ses ventes lui permettant de dévoiler un résultat opérationnel courant à 1,6 milliard d'euros au titre de son premier semestre en baisse de 11% mais supérieur aux attentes. Et on finit avec Rexel qui prévoit de son côté un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2021, complété d'un renforcement de ses marges en 2023. En 2020, Rexel a accusé un repli de son résultat de 18%, un repli qui reste moins marqué que prévu, et Rexel qui annonce également avoir accéléré son désendettement. On notera enfin que les investisseurs prendront connaissance ce soir des résultats de L'Oréal, cette fois-ci après la clôture parisienne. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'échange aux alentours des 61 € le baril de Brent donc à la mi-journée, l'once d'or qui reste stable juste en dessous des 1850 $, et sur le marché des changes on notera que l'euro-dollar est à la mi-journée juste au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro. Je montre que c'est pas le cas. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management pour commenter l'actualité de marché. Bonjour et bienvenue Frédéric. L'actualité porte sur le bon dosage de stimulus pour l'économie américaine avec un débat d'économistes et Jérôme Powell qui s'exprimait hier soir qui semble quand même plutôt rester très focalisé sur le marché du travail qui est loin d'être revenu au plein emploi aux États-Unis et qui semble renvoyer à plus tard peut-être les débats sur l'idée d'une inflation qui deviendrait incontrôlable peut-être aux États-Unis. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce sujet, Frédéric, et comment est-ce que le marché dans son ensemble est positionné par rapport à cette question ? C'est la grande question pour cette année. Et c'est vrai que Jérôme Powell, le patron de la Fed aux États-Unis, n'est pas économiste. Et ça peut peut-être le sauver dans cette situation. C'est quelqu'un de pragmatique. Rappelez-vous qu'à l'origine, on ne pouvait pas imaginer que Powell serait plus dovish, plus accommodant que Yellen. On peut maintenant argumenter sur le fait que c'est déjà le cas et que quelque part il peut s'affranchir un peu des 20, 30, 50 dernières années de débats théoriques, économiques très compliqués qui n'ont jamais été finalement vraiment clôturés. Ces débats sont sans fin. Est-ce que la courbe de Phillips, cette relation entre la croissance, le chômage, l'inflation est toujours valide? Est-ce qu'on va avoir de l'inflation cette année, l'année prochaine, avec le plus gros stimulus budgétaire depuis la guerre? Est-ce que la Banque centrale doit réagir, surréagir, ne pas réagir? Tout ça, quelque part, Jérôme Powell peut y répondre de manière très pragmatique, en regardant les chiffres au fur et à mesure qu'ils arrivent. En l'occurrence, effectivement, vous l'avez dit, l'inflation pour l'instant au mois de janvier aux États-Unis est plutôt faible, il n'y a pas de signe d'accélération. Il va se donner le temps
Il va se donner le temps aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de bruit, comme en Europe, dans ces chiffres d'inflation. Vous avez une pandémie qui a fait se déformer les prix relatifs au sein de l'indice des prix à la consommation. Certains biens ou services n'ont même pas été accessibles du tout l'année dernière, d'autres ont dû être imputés dans l'indice, calculés, estimés, on n'en sait rien. Honnêtement, on a une très faible visibilité à court et moyen terme sur la trajectoire d'inflation. Mais c'est ça le point, encore une fois, c'est que Powell a le temps, les mains quasiment liées pour le moment, et on va savoir, c'est la grande question. Enfin, avec ce fort rebond de la croissance, cette grosse relance budgétaire, si oui ou non, effectivement, on peut espérer voir un petit peu d'inflation, et à ce moment-là, la Fed pourra réagir en fonction. Bon, il y a l'inflation pure, évidemment l'inflation sous-jacente, avec la notion de plein emploi, la notion d'augmentation des salaires également, hein, qui est très regardée par la Fed. Il y a également tous les éléments autour, notamment les matières premières, Frédéric. C'est vrai qu'on constate quand même que l'ensemble du compartiment des matières premières est orienté à la hausse, que ce soit le pétrole, les métaux industriels, les matières premières agricoles. Le pétrole, par exemple, est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui que les cours du pétrole soient revenus à leur niveau d'avant la crise pandémique? Est-ce que ça va trop vite de ce point de vue-là? Est-ce que ça peut créer beaucoup de bruit aussi sur les indicateurs d'inflation dans les prochains mois? C'est vrai que c'est l'élément principal, hein, créateur de volatilité dans l'inflation. Traditionnellement, ça a toujours été le cas. Et puis avec des effets de base cette année qui vont être très, très importants, on peut imaginer des rebonds temporaires, mais très importants qui là aussi influencent le marché. Quand on parle du swap d'inflation 5 ans 5 ans, des anticipations d'inflation dans les marchés, elles sont majoritairement quand même encore drivées par le prix des matières premières et puis d'ailleurs par l'appétit pour le risque d'une manière générale sur les marchés. Il faut filtrer ce bruit-là. Au-delà, effectivement, la question est de savoir si on arrive à mesurer cette inflation sous-jacente aux États-Unis ou en Europe avec des mesures un peu lissées qui prennent du temps. Encore une fois, c'est un argument supplémentaire pour une banque centrale aujourd'hui prudente aux États-Unis, mais comme en zone euro bien sûr, pour le voir, pour le croire. Janet Yellen disait à l'époque qu'elle voulait voir l'inflation dans le blanc des yeux avant de réagir. Ce sera également le cas, peut-être même encore plus cette fois dans cette reprise-là. Je prends un dernier exemple, la présidente de la Fed de San Francisco, Marie Daly, hier et encore aujourd'hui, répète qu'il est probable que la Fed maintienne, en attendant de voir, un rythme de rachat d'actifs quasiment constant tout au long de l'année 2021, alors qu'il y a encore quelques semaines, certains à la Fed imaginaient un tapering. Je pense vraiment que la prudence va l'emporter pour toutes ces raisons, et ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas encore où on en est dans ce cycle de reprise et d'inflation. Sur le front européen spécifiquement, Frédéric, bon, la Commission européenne rabaisse un petit peu les prévisions de rebond pour cette année. Je n'ai pas l'impression que ça surprenne beaucoup les économistes. Au-delà de ça, est-ce qu'on arrive toujours à voir le bout du tunnel, l'idée d'une réouverture des économies européennes dans un temps raisonnable? Il y a beaucoup de bruit politique, évidemment, autour des vaccins. On aurait tous aimé que ça aille beaucoup plus vite. Néanmoins, quels sont pour vous les derniers messages importants envoyés? Je pense par exemple à l'Allemagne qui, alors, prolonge un certain nombre de mesures, mais dans l'extension de ces mesures, on comprend qu'il y a de la place également pour trouver, je ne sais pas si je suis très clair, pour trouver un chemin qui permettrait graduellement de rouvrir l'économie allemande. Est-ce que c'est un bon signal de votre point de vue, Frédéric? C'est un bon signal qui est probablement dans les prix. On comprend que les marchés dans l'ensemble restent effectivement portés par l'espoir à la fois de la relance américaine et de la réouverture des économies, même si l'Europe est à la traîne et même si on a tous ces problèmes côté offre pour la campagne de vaccination. On comprend qu'on a simplement décalé le scénario de 3 à 6 mois et qu'il est toujours positif. D'ailleurs, d'un point de vue de marché, action par exemple, on a des écarts de valorisation assez importants. L'Europe est toujours bien moins chère, entre guillemets, que les États-Unis. Et si ce scénario se réalise, il y a un cas favorable à l'Europe à nouveau qui peut commencer à se construire vers le milieu de l'année. Néanmoins, maintenant, c'est à nouveau quasiment binaire parce que vous ne pouvez pas repousser éternellement cette réouverture des économies, non pas parce qu'il y a une contrainte budgétaire où je souscris absolument pas à cette thèse, mais parce qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire endurer à des agents économiques, des ménages, des entreprises qui ont épargné, qui n'ont pas pu embaucher, qui n'ont pas pu investir. Il faut vraiment, c'est vital, on le comprend nous au niveau individuel, humain, mais c'est tout à fait vrai au niveau économique, il faut que cette réouverture se matérialise, même si elle est décalée, même si elle est plus lente que prévu. Et encore une fois que ça arrive, vous avez cité des matières premières, des valeurs cycliques en Europe, des valeurs évidemment exposées au tourisme, à la restauration et autres, ces valeurs-là peuvent à nouveau en profiter parce que on sera dans ce scénario-là ancré une bonne fois pour toutes, sans risque
extrême, mais malheureusement encore un risque de repartir en arrière à nouveau, pourquoi pas en récession. Un dernier mot, Frédéric, sur le rallye Draghi. Comment vous comprenez la mécanique de marché qui s'est déjà mise en place alors qu'on n'a même pas encore le gouvernement de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui président du Conseil en Italie? Et est-ce que le sens du voyage nous amène à penser que les taux italiens, à 10 ans, pourraient eux aussi être négatifs un jour? C'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas envisager dans un scénario. Quand on fait des scénarios en fin d'année pour l'année suivante, on est passé par là en Espagne, au Portugal, pourquoi pas en Italie, puisque vous avez maintenant cette logique d'une vraie union économique et monétaire avec plein de problèmes, plein d'hétérogénéité, plein de défis à nouveau et de réformes inachevées, mais néanmoins une union économique et monétaire dans laquelle on ne considère plus les pays un par un, mais forcément ensemble, liés ne serait-ce que par cette dette commune qui va être émise du coup à partir de cette année. Je crois que le marché dessine un scénario en 2 étapes. La première étape, c'est effectivement de pouvoir dépenser, grâce à un gouvernement Draghi, une majorité extrêmement large. La grosse nouvelle est le revirement sensationnel de la Ligue du Nord qui devient pro-européenne. Donc ne serait-ce que de ce point de vue-là, Draghi à nouveau a des talents qu'on n'imaginait même pas, politique en tout cas. Et puis une deuxième étape, une fois dépensé cet argent entre guillemets et enclenché la procédure de reprise, une deuxième étape dans laquelle l'Italie peut-être aurait un siège à la table des négociations européennes plus crédibles qui permettent à Draghi, à son gouvernement, à son pays de pousser des réformes, par exemple au niveau des règles budgétaires, avec des alliés qu'on peut imaginer en France, en Espagne ou ailleurs, et effectivement aller encore au-delà dans l'intégration budgétaire en zone euro. Bon, imaginons une forme de stabilité en Italie quand l'Allemagne votera à l'automne et puis la France l'an prochain. Ce sera évidemment intéressant de voir comment ce trio européen pourra se mettre en place. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence depuis Genève. Bon, c'est donc le thème du moment, le thème de la surchauffe. On en parle, on continue d'en parler avec Didier Saint-Georges, à présent à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour. On est passé du risque d'en faire trop peu au risque d'en faire peut-être beaucoup trop. En tout cas, c'est le débat qui visiblement anime les économistes au sujet de l'économie américaine. Je n'ai pas l'impression que ce soit un débat en Europe pour l'instant, mais c'est le débat aux États-Unis. Comment vous comprenez effectivement le côté presque symétrique de ces risques autour de la relance américaine désormais, Didier? Alors, effectivement, vous faites remarquer que ça anime beaucoup les économistes, assez peu le marché, visiblement, et l'intervenant précédent, visiblement, reflétait cette confiance des marchés en disant on fait confiance au banquier central, à Jay Powell, il est prudent, etc. Et c'est peut-être là qu'il y a un excès de confiance. C'est-à-dire que le problème des banquiers centraux, et Jay Powell ne fait pas exception, c'est qu'ils sont toujours en retard. Ils le sont délibérément. C'est-à-dire ils font très attention, dans la mesure du possible, ne pas avoir à revenir sur leurs décisions. Et donc, ils évitent de resserrer la politique monétaire trop tôt. Ils préfèrent attendre. Donc, ce que dit Jay Powell aujourd'hui est tout à fait conforme à ce qui se passe en général. Et ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. En haut des cycles, en général, la dernière hausse de taux est de trop. Et on s'aperçoit 6 mois plus tard qu'en fait, la récession avait déjà commencé au moment où la dernière hausse de taux a eu lieu. Donc, les banquiers centraux sont toujours en retard. Je ne vois pas ce que ça a de particulièrement rassurant en tant que tel, parce que quand vous êtes en retard, naturellement, le problème, c'est quand l'événement arrive, et vous êtes obligé de réagir un peu plus fortement. Et la secrétaire au Trésor aujourd'hui, Janet Yellen, donc ex-banquier central, on voit bien, a toujours le même logiciel, c'est-à-dire qu'elle-même dit vous inquiétez pas, de toute façon, oui, vous avez peut-être raison, économiste, peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'en effet ça va générer de l'inflation, vous inquiétez pas, on réagira à ce moment-là. L'inflation, on sait faire. Voilà, on sait faire, mais on sait faire donc en remontant les taux et en remontant violemment si nécessaire. Et ça me paraît pas particulièrement rassurant, ni pour les marchés naturellement, mais même pas pour l'économie. Hein, le meilleur moyen qu'un banquier central de calmer l'inflation, c'est de créer une récession. Donc ça m'inquiète plutôt que ça me rassure. Puis la deuxième chose, c'est que Jay Powell, je veux bien qu'on ait confiance en lui en tant que banquier central, mais ne nous n'oublions pas tout de même à quel point, peu de temps après qu'il ait pris son mandat, il avait décidé de
remonter les taux, en tout cas au moins de faire le fameux tapering, réduire les achats. Et puis les marchés ont exprimé leurs soucis et il a fait une volte-face extrêmement rapide sous la pression des marchés fin 2018, début 2019. Autrement dit, quand j'entends Jay Powell aujourd'hui nous rassurer qu'il ne bougera pas, que peu importe que l'inflation augmente à court terme, il restera droit dans ses bottes, je suspecte franchement que sous la pression des marchés, il est parfaitement en mesure, à un moment donné, d'avoir un discours très, très différent. Donc, je suis beaucoup moins rassuré par le discours de la Banque centrale aujourd'hui que le marché en général. Donc, je suis plus inquiet que le marché je comprends. et que l'intervenant précédent. Plus les banques centrales injectent de liquidités, plus ce sera difficile pour elles de revenir en arrière, quel que soit le rythme de l'économie américaine ? Non, les banques centrales, elles peuvent revenir en arrière. Elles peuvent resserrer les boulons et c'est ça qui provoque les récessions. Non, l'autre sujet qui n'a pas été vraiment abordé, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus historique, c'est le sujet politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre vraiment en compte le fait que le 6 janvier dernier, 6 janvier 2021, il s'est passé quelque chose d'absolument majeur. Les élections en Géorgie ont donné une majorité absolue qui permet aujourd'hui un mandat qui est vraiment un mandat de gauche, au sens américain au moins, de vraiment être mis en œuvre. Les républicains aujourd'hui n'ont plus les moyens, avec les procédures de vote au Sénat, d'entrave. Qui permettent en l'occurrence d'éviter le filibuster, c'est-à-dire l'exigence de 60% avec une majorité simple que détiennent les démocrates. Ils peuvent faire voter absolument tout ce qu'ils souhaitent. Or, aujourd'hui, il faut vraiment garder ça en tête. C'est vrai que vu d'Europe, ça paraît un petit peu surréaliste, mais aujourd'hui, il y a une volonté extrêmement sociale du gouvernement américain aujourd'hui au pouvoir dans son programme. Donc ce n'est pas des économistes qui gèrent aujourd'hui la politique économique américaine, ce sont des politiques qui ont été élus sur un mandat vraiment qui est un mandat social de réduction des inégalités. Donc on peut avoir en effet quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan financier, 1,9 trilliard, donc 1900 milliards est tout à fait possible, et ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin, car contrairement à ce qui a été dit à un moment donné plus tôt, ce n'est pas un plan de relance. Ah non, American Rescue Plan. Voilà, c'est un plan de sauvetage. Le plan de relance, il va venir après. C'est-à-dire, il sera probablement voté cet été et mis en œuvre à la rentrée. Il sera probablement du même ordre de grandeur et il sera probablement financé par des hausses d'impôts qui, eux, auront lieu l'année suivante. On est dans quelque chose d'historique. D'historique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des niveaux qui vont au-delà même de ce qui inquiète Olivier Blanchard et Larry Summers. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Et quand j'entends le banquier central... Et donc risque de surchauffe. Et quand j'entends le banquier central dire... Non, pour l'instant, regardez, les chiffres d'inflation de janvier sont plutôt rassurants. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est un changement de régime absolument fondamental. Et quand on est investisseur, on peut éventuellement se dire, voilà, tant que les marchés ont confiance, ils vont se laisser porter. Que voulez plus? C'est des plans de relance et du soutien monétaire. Mais en réalité, il se crée, me semble-t-il, un vrai risque de correction par les marchés, pas par la Banque centrale, par les marchés, qui mettra la pression sur la Banque centrale à l'horizon de quelques mois. Correction par les marchés qui débuterait par une correction du marché obligataire, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est l'offre sur l'obligataire américain. Et sur la partie longue, naturellement, tant que les banques centrales contrôlent la partie courte des taux. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de stratégie d'investissement, donc on a cette perspective de surchauffe devant nous. Et en même temps, on n'est pas encore dans des économies qui ont pleinement rouvert. Ça veut dire que cette idée-là, ce thème de la réouverture des économies, c'est encore le thème dans lequel il faut être aujourd'hui quand on est investi. Vous voyez qu'il va dans le même sens. Oui, bien sûr. Dans le même sens. Plus on s'approche de la réouverture, plus la surchauffe absolument. Donc là, vous avez un seul et même thème, je dirais, qui est alimenté à la fois par le monétaire, par le budgétaire et par la réouverture. Donc vous avez un seul et même thème. Et puis vous avez le présent qui est le virus, les variants, etc. Et donc ça inspire des stratégies, vous connaissez bien, de barbell. C'est-à-dire il faut vraiment tenir les deux extrêmes. Il y a d'un côté la nécessité d'avoir la visibilité sur les résultats de ce qu'on détient, et puis d'un autre côté, ce préoccupation macroéconomique qu'il faut être capable de gérer.
D'ailleurs, il y a un point là qui est peut-être intéressant à mentionner au passage, c'est que si on s'oriente vers une perspective d'inflation, alors qu'est-ce que vous devez détenir en portefeuille ? Pas forcément des banques et des choses comme ça, parce que si c'est pour jouer la hausse des taux, jouez-la directement sur le marché obligataire. En revanche, détenir des entreprises qui ont le fameux pricing power. Le problème de l'inflation, c'est de savoir si l'entreprise est capable de passer en amont ces hausses de coûts. Or, je constate quand même que les fameuses entreprises de technologie que tout le monde déteste en prétendant qu'elles sont trop chères, comme par hasard, ce sont les entreprises qui ont cette capacité non seulement effectivement d'avoir profité de baisse des taux d'intérêt, mais qui ont cette capacité de monter les prix si nécessaire. Donc on a là dans les portefeuilles, je pense, un barbel qui a beaucoup de sens. Comment vous regardez les phénomènes d'exubérance ? Je ne vous fais pas la liste, mais bon, Tesla, le Bitcoin, les green stocks, etc. Ce sont des mini-bulles, on va avoir des phénomènes d'exubérance encore plus importants devant nous, Didier Saint-Georges. C'est déjà un risque systémique pour le marché ? Alors, oui, c'est... Non, oui, non. Oui, non, d'accord. Non, je ne pense pas qu'il y a de risque systémique en tant que tel, mais qu'il y ait les conséquences de ces politiques monétaires à taux zéro qui font qu'il est extrêmement facile aujourd'hui d'avoir du levier pas cher et de prendre donc des risques excessifs. Oui, ça c'est évident. Vous ajoutez aux États-Unis tous ces chèques qui ont été distribués et sur une société très inégalitaire, ça fait que d'un côté, ça a sauvé ceux qui étaient vraiment dans une situation très difficile, mais d'un autre côté, ça a donné des revenus disponibles considérables aux autres qui se sont mis à spéculer en bourse. Donc on a ces phénomènes-là. Et oui, je pense que ça va continuer. Mais ça se gère simplement en évitant en portefeuille, sauf si on est intéressé par ce genre de boursicotage. Oui. Mais l'investisseur traditionnel ou raisonnable a d'autres moyens d'investir. Facebook et Tesla ne sont pas la même chose. En revanche, moi, ce qui me paraît beaucoup plus important pour les marchés, c'est ce qu'on a discuté avant. Là, on a un vrai enjeu de marché qui peut vraiment faire modifier la direction générale. Le reste, c'est principalement, je pense, des risques ponctuels qu'il faut faire très attention d'éviter. Un mot sur Draghi, vous aussi peut-être, Didier, on a tous envie de parler de Mario Draghi, qui n'a encore rien fait. Comment vous expliquez que la mécanique de marché soit déjà très favorable pour l'Italie, alors que Mario Draghi est à peine arrivé aux affaires aujourd'hui ? Oui, on parlait de la confiance dans les banquiers centraux. Ouais. Alors on a la version optimum de l'un des meilleurs banquiers centraux de ces 10 dernières années, 15 dernières années. Et naturellement, dans la circonstance de l'Italie, c'est l'idéal parce qu'il rassure naturellement la Commission européenne. On connaît son historique, son passage à la Banque centrale. Et dans le même temps, il ne faut vraiment pas oublier l'article qu'avait publié Draghi après avoir quitté son rôle de président de la BCE, où il expliquait que ce qui est absolument essentiel désormais, et en particulier pour l'Italie, c'est générer de la croissance. Ouais. C'est-à-dire que réduire la dette, etc., comme on l'a fait après 2008, ça a été une catastrophe pour la croissance de la zone euro en général et pour l'Italie en particulier. Donc, pour Salvini, pour le mouvement 5 étoiles, naturellement que c'est du pain béni. Parce que d'une part, vous allez avoir une Vous n'êtes pas surpris par la convergence d'intérêts d'un Salvini avec Draghi aujourd'hui, par exemple ? C'est vraiment l'intérêt de l'Italie en l'espèce. C'est-à-dire qu'il faut de la croissance. Donc ça, c'est ce que souhaite le mouvement 5 étoiles et Salvini. Il faut de la croissance, des politiques de croissance, mais il faut de la crédibilité auprès de la Commission européenne pour obtenir le déboursement du plan de soutien. Donc on peut concevoir que là, il est exactement à l'intersection souhaitée pour réussir à faire quelque chose qui va être très difficile. Il faut voir dans quel état est l'Italie aujourd'hui, dans quel état elle était il y a un an et aujourd'hui en termes d'endettement, en termes de récession. Donc il est vraiment l'homme de la situation. La meilleure personnalité pour le pire des jobs. C'est ainsi qu'un journaliste de Bloomberg résumait effectivement la tâche de Mario Draghi aujourd'hui. En tout cas, au bon moment. Merci beaucoup Didier. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.